Merci à vous d'être venus si nombreux. Alors cette conférence est une conférence qui est plutôt une proposition que je vous fais. Vous le voyez, je ne vais peut-être pas vous raconter beaucoup d'histoires, mais essayer de vous exposer la méthode qui est la mienne et qui est peut-être celle de quelques-uns d'entre nous qui travaillons ensemble sur l'histoire sociale du monde arabe très contemporain. Donc je voulais d'abord situer cette conférence dans le cadre de ce que j'avais fait préalablement, mais vous l'avez déjà entendu et ça a été exposé. Je vais simplement rappeler qu'à travers les différentes recherches que j'ai faites auparavant dans le cadre de mes travaux doctoraux sur la Syrie et le Liban, mais aussi dans le cadre d'un projet de recherche qui a duré 5 ans sur les archives de la ville de Jérusalem, j'ai commencé à élaborer des stratégies de recherche ou des façons de faire que je teste aujourd'hui dans le cadre du projet qui vient d'être mentionné, du projet DREAM. Donc ce que je vais vous exposer ici est un petit peu l'état de ma réflexion aujourd'hui sur la manière de faire de l'histoire sociale. Et ce que je voudrais d'abord commencer par vous dire, c'est pourquoi je pense que c'est important de le faire. Et pourquoi les deux mots comptent, que ce soit l'histoire et que ce soit de l'histoire sociale. D'abord, et puis je reviendrai aussi sur le fait, sur le trait contemporain, sur après les indépendances. Pourquoi d'abord? Parce que l'histoire écrite sur le monde arabe contemporain l'a souvent été à partir de positions de surplomb, disons par en haut. Et ça n'est pas le propre du monde arabe, c'est simplement dû au fait que les archives à partir desquelles nous travaillons, nous historiens, sont le plus souvent produites par l'État et qu'elles sont un regard surplombant sur les sociétés. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'histoire sociale avec des archives d'État, mais sur la question de la région qui nous intéresse, ça s'est doublé d'un deuxième regard qui est celui du regard colonial sur cette région qui a été portée très souvent, et coloniale et postcoloniale à partir des métropoles, c'est-à-dire essentiellement de la Grande-Bretagne et de la France. Donc on a très longtemps travaillé à partir de sources qui étaient elles-mêmes des regards portés sur la société et qui avaient tendance à nous focaliser sur des questions d'ordre géopolitique ou d'ordre politique à un niveau qui est celui, disons, des relations entre États ou de l'État lui-même. Il se trouve que, à partir des révolutions qui ont secoué la région, en particulier la région méditerranéenne du monde arabe, l'histoire a été quelque peu attrapée par le présent. Et je pense qu'on a été assez nombreux à sentir l'urgence de travailler à partir d'une autre approche et de commencer à mettre en commun nos capacités ou nos possibilités pour réunir une documentation, une recherche qui puisse nous sortir de ce que l'intellectuel syrien Yassin Haj Salah appelle une invisibilité cognitive des espaces arabes. Et il entend par là deux choses. D'abord, ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire le fait que les espaces et surtout les gens qui occupent ces espaces, c'est-à-dire le fait que ces espaces puissent être finalement peuplés, soit une nécessité à partir des temps que nous avons vécus. Et la deuxième chose qu'il entend, c'est que ces espaces doivent être aussi capables de faire émerger des possibilités, y compris théoriques, pour penser pas simplement l'espace arabe, mais peut-être au-delà. C'est-à-dire devenir, à partir du travail sur le monde arabe, participer à un débat ou à une discussion générale sur l'état des sociétés dans le monde de manière plus générale. Alors, j'ai un problème, c'est que mon micro cache ma feuille. Alors, je vais essayer de faire autrement. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de revenir sur ces questions-là et de reprendre ces différents aspects. J'ajoute évidemment que dans les temps contemporains, les chercheurs dans leur ensemble et les historiens également sont pris par des demandes politiques qui font pression sur la recherche et qui tendent à transformer aussi notre travail, qui demande souvent beaucoup de temps, en un travail d'expertise à court terme
Je dis ça sans forcément le critiquer, parce que je pense qu'en réalité, en effet, les sciences sociales doivent être mobilisées dans des temps de crise, mais ça a tendance aussi à, disons, brusquer nos temporalités. Alors je vais revenir à l'histoire sociale, hein, telle que je la conçois, je vais essayer de la préciser, et surtout telle que j'essaye de la pratiquer. Comme vous le savez peut-être, l'histoire sociale est attachée à une conception assez française, hein, de l'école des Annales, qui s'est construite contre l'idée d'une histoire événementielle et qui est née de la critique de l'histoire événementielle. Alors l'histoire événementielle au sens où l'histoire se résumerait à une série de dates et d'événements importants qui eux-mêmes généralement vont avec une série de figures qui les incarnent. Donc à partir des années 70, on a vu se développer une école historique qui voulait s'affranchir du récit historique tel qu'il était pratiqué jusqu'alors. Mais cette histoire sociale, elle a depuis les années 70 beaucoup évolué et s'est enrichie d'un certain nombre d'approches qui ont toutes en commun d'être des approches critiques. Et c'est, à mon avis, le maître mot, disons. Je vais les lister ici un petit peu, juste pour les garder en tête, on y reviendra tout à l'heure. C'est bien sûr, et pour le temps qui nous intéresse, les approches postcoloniales qui ont commencé aussi à ajouter une couche de critique sur la pratique de l'histoire sociale telle qu'elle était faite, c'est-à-dire une pratique qui était essentiellement fondée sur une approche de la société qui était une société, disons, européenne ou en tout cas occidentale, et qui nous a obligés à ajouter à cette analyse une analyse qui prenait en compte les transformations issues de la colonisation dans ces sociétés. C'est ensuite l'approche féministe et des études de genre qui a ramené massivement dans l'étude de la société non pas simplement les différentes classes sociales, mais aussi les distinctions de sexe et de genre. C'est ensuite encore ce qu'on a appelé le subaltern studies, c'est-à-dire ce qui s'est développé autour des absents des archives, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de voix. C'est souvent des femmes, mais ça peut être aussi, bien sûr, des marginaux de toutes sortes. Et enfin, j'ajouterais dans la tradition historique où j'ai été formée moi-même, c'est-à-dire la tradition française, l'approche de la socio-histoire, qui est en fait une sorte de combinaison de sociologie et d'histoire. Donc c'est à partir des apports de ces différentes études que j'ai pu, moi, essayer de forger des outils qui m'ont amené à faire une histoire sociale que je conçois toujours comme en tout cas la plupart du temps, comme une histoire sociale du politique. On a souvent tendance à opposer l'histoire politique et l'histoire sociale, et il me semble que là où je me situe moi, c'est une histoire sociale du politique, en ce qu'elle pense toujours et d'abord les modes de domination. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de donner une vision de la société, disons, à plat, mais bien de comprendre les rapports de force et les différentes dynamiques qui l'agitent et les dominations qui sont à l'œuvre, et d'en comprendre, puisqu'on fait de l'histoire, la construction et les évolutions. J'ajoute encore une couche à cela, puisque vous avez vu dans le titre, il s'agit d'histoire sociale du monde arabe, et là il y a une dimension sur laquelle je reviendrai, qui est celle d'une histoire transnationale. L'histoire transnationale s'est évidemment beaucoup développée ces dernières années, et elle a eu tendance un petit peu à se vider des questions strictement politiques, mais il me semble qu'on peut s'en ressaisir dans le cadre du monde arabe pour l'approcher en termes d'histoire connectée et pour nous aider à répondre à une question simple. Pourquoi est-ce que, disons, le monde arabe existe, et pourquoi est-ce qu'on peut continuer à l'aborder ensemble? Donc c'est à peu près toutes ces questions que je vais essayer d'embarquer pour cette conférence. Et il me semble que je dois dire, pour finir, qu'il y a pour moi un sens particulier à élaborer ces approches. Il ne s'agit pas simplement de jouer avec l'historiographie ou d'essayer de creuser un sillon qui serait un sillon neuf. En plus, je ne suis pas tout à fait certaine qu'il soit neuf. Mais il me semble qu'il y a toute une vision du monde qui est en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vision du monde ? C'est l'idée selon laquelle les sciences sociales et les sciences humaines, et l'histoire en particulier ici, doivent accompagner la critique
justement d'une vision du monde qui est fondée sur l'autorité et sur une vision des sociétés qui les vide de leur singularité et qui les regarde d'en haut, comme qui dirait depuis un avion ou depuis très haut. Éventuellement, bien sûr, cette science sociale, elle envisage de donner des armes critiques à celles et ceux qui défendent une autre approche de la société et du politique. L'histoire, comme chacun sait, véhicule des représentations et à ce titre, elle le fait comme peut le faire un film, une chanson ou un récit. Elle est aussi là pour rappeler des séquences passées et qui sont parfois, le plus souvent en tout cas, oubliées. Elle est aussi, cette démarche d'histoire sociale, là pour contrer un certain nombre de dynamiques. J'ai parlé de l'approche surplombante, mais il y en a une autre qui est importante, c'est de remettre au centre des faits structurels, économiques et sociaux qui ont tendance à disparaître des récits qu'on entend ici ou là. Alors ça peut avoir l'air un petit peu old school, comme on dirait, de revenir sur ces catégorisations sociales, mais il me semble que justement, à partir de ce que j'ai dit préalablement, il n'est possible aujourd'hui de revenir à une étude des sociétés qui prennent en compte les différenciations économiques et sociales en laissant la place aux individualités, mais aussi sans céder à une forme d'héroïsation contraire, hein, disons en héroïsant les oubliés ou les pauvres, par exemple, ou les marginaux. Donc, il s'agit là d'allier une approche attentive à l'individu, tout en essayant de garder en tête les dynamiques sociales profondes. J'ajoute à cela que ma sensibilité particulière à l'histoire des femmes a fait que j'ai une attention spécifique à cette question-là et à l'apport particulier qui a été celui des études féministes. Là aussi, j'y reviendrai. Voilà. C'est à peu près tout pour mes préalables méthodologiques. Là aussi, David l'a dit, je suis engagée depuis le mois de septembre dans un projet collectif. Donc, je parle ici en mon nom propre, bien sûr, mais en essayant de rendre compte d'un travail qui est dynamique et qui est collectif et qui est encore en cours. Donc, je vais vous donner un petit peu d'hypothèse, mais il n'est pas certain que j'ai encore tout à fait les réponses à toutes les questions. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais déjà, ce qu'on a pu faire à travers ce programme, c'est d'identifier un certain nombre de problèmes. Quels sont les problèmes qui se posent à l'historien qui veut faire de l'histoire sociale sur du contemporain? La première, c'est évidemment l'accès aux données. Je vais y revenir de manière plus spécifique. Et la seconde, c'est d'articuler une méthodologie ou de porter, disons, un autre regard sur les archives. Certains pensent, disons, la science historique comme une science accumulative, disons, à partir de laquelle on pourrait penser l'histoire par couches. On aurait donc d'abord une couche qui nous permettrait de reconstituer les événements et à partir de là, on pourrait y surajouter des phénomènes sociaux, des phénomènes culturels, etc. Et le pari qu'on a fait avec ce projet, c'est de faire avec ce qu'on a, hein, pour le dire très simplement, et d'essayer d'avoir le plus de choses possibles pour pouvoir faire. Et donc, à partir de cette démarche, qui est un petit peu pragmatique, hein, qui se revendique d'ailleurs de ce pragmatisme, on a cherché à savoir quelle histoire on pouvait raconter et à quoi pourrait ressembler une histoire contemporaine, sociale du monde arabe. Je dois ici dire que l'histoire sociale du monde arabe n'est pas du tout un terrain vierge et qu'elle est pratiquée par de nombreux historiens, ici en Égypte, ailleurs dans le monde arabe et ailleurs dans le monde, mais qu'elle est bien souvent essentiellement, elle est très développée dans des périodes plus anciennes. Sur le 19e en particulier, on peut citer ici le nom de l'Égyptien Khaled Fahmi, bien sûr, qui est l'un des, disons, des plus grands historiens de la période moderne et tout début de la période contemporaine dans la région. Mais on peut penser à des travaux aussi qui ne sont pas forcément étiquetés historiens. Je pense aux travaux de Ali Amsalam, par exemple, qui a pu accéder à un regard anthropologique sur des questions sociales autour de la construction du barrage d'Assouan, par exemple. Et donc, ce n'est pas sur un terrain complètement vierge qu'on commence à travailler, je voulais le souligner. Et là, je vais revenir sur ce que je fais à partir de quelques éclairages ou de quelques exemples
qui me semblent peut-être être les plus significatifs. Donc, pour faire entrer ces dynamiques sociales complexes et pour essayer d'envisager la région dans son ensemble, on a la possibilité de prendre un certain nombre de questions transversales. Alors, j'en ai choisi 3, des axes un petit peu qui sont à différentes échelles. Le premier, c'est celui sur lequel j'ai jusqu'à présent peut-être le plus travaillé, c'est celui de la question des femmes. Et je voulais essayer de vous faire voir ici ce que j'entends par là. Il y a évidemment plusieurs façons d'écrire l'histoire qui ne se réduisent pas simplement à rendre justice aux femmes. Ça, c'est le premier préalable. Il me semble qu'une des premières étapes de l'histoire féministe a été de faire ressurgir des figures féminines, de considérer qu'on avait raconté l'histoire à partir des hommes et que, bon, il y avait quand même des femmes. D'accord ? Donc, première étape, on peut tout à fait faire ressortir des figures féminines et les inclure dans un récit au même titre que les hommes. Mais il me semble que ce n'est pas suffisant. Et il me semble qu'un des récits les plus dominants sur l'histoire contemporaine du monde arabe, c'est précisément de singulariser les femmes. Et donc de considérer qu'on va parler de la femme arabe, de manière générale, la femme égyptienne, la femme tunisienne, la femme libanaise, etc. Et donc c'est à partir de ce singulier que je pense qu'il y a une vraie nécessité à, disons, ajouter du pluriel. Et une des façons de faire, c'est d'essayer de les traquer, de les découvrir, de savoir où sont ces femmes dont on n'a pas forcément les noms et ce qu'elles font dans la société. Là, c'est une des façons d'aborder la documentation. Évidemment, on le sait, en tout cas les historiens le savent bien, quand on cherche des hommes dans les archives, on les trouve tout de suite. Quand on cherche des femmes, il faut évidemment chercher plus longtemps et faire des recoupements et s'armer de patience. Mais une autre démarche, qui à mon avis va encore plus loin, consiste à tenter d'écrire l'histoire à partir des femmes. Et c'est peut-être là que j'aimerais qu'on essaye d'arriver avec ce programme. Je reviendrai sur le programme plus en détail par la suite. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Il s'agit d'essayer de construire un récit qui puisse travailler les transformations sociales ou les comprendre à partir, pas simplement du point de vue des femmes, mais à partir de la place qu'elles occupent et de la place où elles se trouvent. Et il est en effet, il me semble, possible de construire cet espace. Je vais essayer d'être un petit peu plus claire. Cela implique aussi que ces femmes, si elles prennent la place du narrateur, disons, dans le récit historique, elles vont transformer le récit historique en profondeur. Elles vont déplacer le regard vers des questions qui sont liées à la place des femmes dans la société. On pense en premier lieu à la place des corps, par exemple, mais aussi à ce qui est devenu un courant historique très dynamique, qui est celui de l'histoire des émotions. Alors vous allez me dire, bien sûr, oui, évidemment, les femmes, les émotions. Bon. Ça a l'air d'être une forme de féminisation de l'histoire. Mais pour ce qui est de l'histoire sociale, ça nous permet de trouver des chemins qui sont des chemins plus complexes dans l'histoire de la société et de combiner précisément ce que j'essayais de faire au début, des approches, ce que je vous explique au début plutôt, des approches très centrées sur l'individu, sur son corps, sur sa place, sur sa façon de vivre en société, et des approches de domination plus vastes et plus globales qui affectent en premier lieu les femmes. Et alors si on cherche par exemple, je prends l'exemple des mouvements sociaux sur lesquels je travaille en Tunisie depuis donc, l'indépendance de la Tunisie en 1956. Et on cherche à faire l'histoire de ces mouvements sociaux. On va avoir comme source disponible, dans le cas de la Tunisie, je précise bien, on a des mémoires d'anciens militants qui sont publiés. On a même des archives, des procès de ces militants qui sont accessibles. On a, comme vous le savez, le travail de l'instance Vérité et Dignité qui a donné la voix à un certain nombre de victimes de ces différents épisodes. Et on y cherche la place des femmes. Que va-t-on trouver ? La plupart des mémoires ont été écrits par des hommes. Je dis la plupart, en fait, c'est tous. Il n'y a pas encore de femmes militantes qui aient publié leurs mémoires. Et si on cherche de manière encore plus précise des récits de répression ou des récits de prison, on aura exclusivement des voix masculines. Les procès auxquels on peut accéder sont aussi, étrangement, des procès d'hommes. Jusqu'à présent, en regardant les inventaires, je n'ai pas réussi à accéder au procès des militantes.
Je ne désespère pas, ça a une explication très simple, c'est que les hommes étaient incarcérés dans des prisons spécifiques pour les prisonniers politiques et que les femmes, elles, étaient versées avec le droit commun. Donc en fait, la spécificité de ces procès politiques, il faut aller les chercher de manière plus lente et plus complexe à l'intérieur d'autres archives qui ne sont pas catégorisées procès politiques. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la simple difficulté d'accéder à la documentation. Quant à l'instance vérité et dignité, quand on y voit des femmes, on y voit des mères, on y voit des sœurs, on y voit de la famille, et on y voit la position de la femme comme accompagnante, comme victime, disons, au second degré, qui vient porter son témoignage pour un autre, à la place de quelqu'un d'autre, qui vient éventuellement réclamer la reconnaissance de sa place de victime. Alors évidemment, je ne réduis pas, je ne déconsidère pas la place de cette position de victime, mais ce que ça occulte et ce que ça ne permet pas de voir en premier lieu, c'est la liste extrêmement fournie des femmes qui ont participé à ces mouvements et la place qu'elles ont pu y occuper. Si vous lisez les mémoires des hommes qui ont publié leurs mémoires, tous regrettent l'absence des voix des femmes. Tous, enfin la plupart d'entre eux. Et ils vont par exemple lister à la fin les noms des prisonniers et des prisonnières politiques de ces années-là. Et donc à partir de là, il faudra chercher à retrouver ces femmes et pouvoir les faire parler. Donc le recours par exemple à l'histoire orale, auquel que nous essayons de développer dans le cadre de ce projet, va viser particulièrement ces lacunes de l'histoire, pour le dire un petit peu solennellement. Et il va savoir chercher des témoignages en utilisant ces méthodes de l'histoire orale et revenir à des récits de vie pour simplement faire en sorte d'égaliser la production de récits ou l'écrit qui accompagne le militantisme de ces femmes. Et là, je parle que de femmes qui ont été directement militantes, impliquées, visibles. Que dire de celles qui sont simplement sorties dans la rue ou qui ont été des soutiens à différentes émeutes, ou différents mouvements moins constitués et moins documentés. Donc ça, c'est un premier exemple. Voilà, quand on cherche les femmes, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les difficultés et quelle est la nécessité en tant que chercheur de non seulement faire notre recherche comme d'habitude, mais aussi d'arriver à remplir des vides et compenser des lacunes de la documentation. Le deuxième aspect de ce travail, c'est ce que j'appelle lutter contre des effets de perspective. Et là, je vais prendre un autre exemple, c'est celui de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Qu'en sait-on et qu'écrit-on sur l'Algérie jusqu'à aujourd'hui ? L'histoire de l'Algérie telle qu'elle est racontée la plupart du temps est prise entre deux moments extrêmement visibles que sont la guerre d'indépendance et ce qu'on a appelé la décennie noire, donc les années 90. Deux moments qu'on a qualifiés pour l'un de révolution, pour l'autre de guerre civile, et qui donc sont des moments extrêmement pacifiants, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire à l'intérieur d'une révolution, que se passe-t-il, et à l'intérieur d'une guerre civile, que se passe-t-il réellement, en tout cas du point de vue des sociétés. Et donc ça a eu tendance, cette approche de l'histoire de l'Algérie, à finalement se ramener à une dénomination qui est celle de la violence. Donc l'Algérie aurait, par comparaison avec d'autres pays, une histoire prise dans la violence. Et on a toute une série de livres qui travaillent cette question de la violence, du trauma, du dépassement de la violence, et ça devient petit à petit, je dirais jusqu'à aujourd'hui, une clé d'explication. Pour comprendre l'Algérie, il faudrait donc intégrer d'emblée cette dimension de la violence, avec en plus une violence qui bien souvent est lue à travers l'histoire de la colonisation et de la post-colonie. Donc toujours dans un regard très nord-sud entre la France et l'Algérie.
alors que le premier regard qu'on peut porter sur les archives de la période contemporaine sur l'Algérie nous apprend, mais on le sait, en fait, vous le savez vous aussi, que l'Algérie était aussi un lieu de passage, un lieu d'accueil pour toute une série d'exilés politiques venus du monde entier. Ça, c'est une chose assez connue aujourd'hui, mais aussi un lieu d'élaboration et, pour reprendre le mot du projet, et de rêve révolutionnaire. Et cet aspect-là de dynamique et d'espérance a été complètement recouvert par une vision qui se centre sur le traumatisme comme facteur explicatif de tout. Alors ce qui doit arriver arrive dans ces cas-là, et on voit surgir devant nous un surgissement révolutionnaire algérien dont on n'a absolument aucune clé si on continue à avoir ces grilles d'explication. Pourquoi la révolution algérienne s'appellerait, alors je sais bien que c'est des clichés, la révolution du sourire, la révolution pacifique, affichant son pacifisme en permanence dans ce pays qui est celui de la violence. Alors c'est à partir de ce genre de déconnexion, de distorsion, qu'il me semble intéressant de penser la possibilité d'une histoire sociale qui puisse permettre de rendre intelligibles ces distorsions. C'est-à-dire, voilà, a-t-on raison d'être surpris et que signifie cette surprise? Alors, à partir de là, que faire? Sortir de l'événementiel, bien sûr, c'est un enjeu pour l'ensemble de la région, je l'ai déjà dit, mais c'est d'abord un enjeu parce que c'est une région qui, dans son ensemble, est décrite comme allant de crise en crise. Et comme vous savez, ce terme de crise, personne ne sait très bien ce que ça signifie. On peut s'y attarder longtemps, mais en tout cas, on va dire, par exemple, si je peux comparer aussi, on pourrait dire exactement la même chose de la Palestine. La Palestine, l'histoire de la Palestine se raconte de crise en crise, de guerre en guerre. Alors c'est très bien, bien sûr, on le sait, l'histoire de la Palestine est scandée par ces guerres. Pourtant, on peut aussi se demander ce que c'est que la Palestine si on n'y travaille pas aussi d'un point de vue plus sociologique et en étant plus attentif aux dynamiques de long terme pour éviter justement de bondir et d'être surpris à la moindre distorsion. Troisième aspect, c'est celui que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est cette nécessité d'aborder le monde arabe ensemble. Et là, il est évident qu'il y a plusieurs choses qui, dans le contexte post-2011, disons, ont ajouté des pierres à notre édifice. Dans un sens positif, d'abord, enfin positif, peu importe, en tout cas en rendant compte de l'exigence de la prise en compte de la région dans son ensemble, puisque on a parlé de contagion révolutionnaire, on a parlé de communauté de destin, mais on a aussi vu, très peu de temps après, des tendances à la spécification ou la réduction des différentes expériences nationales. L'un des pays sur lesquels je travaille le plus en ce moment, c'est la Tunisie, je vous l'ai déjà dit, et la Tunisie est toujours présentée comme étant l'exception. Donc cette exception, voire même, selon les mots d'un auteur récent, une anomalie. Il serait donc tout à fait anormal qu'un des pays ayant connu des soulèvements en 2010-2011 puisse poursuivre une expérience, sinon démocratique, au moins pacifique, de transformation sociale et politique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça, c'est ce qui nous intéresse, nous. C'est évidemment de ne pas nier les spécificités de chacun des cas nationaux. On ne peut pas exactement, terme à terme, comparer les expériences depuis les années 50 entre, je ne sais pas moi, la Tunisie et le Liban, ou la Syrie et le Maroc. Ça, c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est pas non plus de revenir à un appareil idéologique pan-arabe qui a été en grande partie désactivé et qui a montré en tout cas ses effets pervers, voire ses très grandes perversités en termes d'écrasement précisément des spécificités sociales. Mais il s'agit quand même d'essayer de continuer à penser ensemble ce qui se passe dans cet espace-là, en postulant et en observant simplement qu'il y a des circulations, des échanges. Ça, c'est des choses qu'on peut tracer à travers la documentation, mais aussi des comparaisons possibles entre les situations et entre les révoltes et les soulèvements qu'on peut observer depuis les années 50.
Et alors, à quoi ça sert de faire ça ? Moi, j'ai tendance à penser qu'il s'agit là d'une comparaison comme une autre, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ce projet prend une partie du monde arabe et se limite à la partie méditerranéenne du monde arabe. Mais je pense qu'on pourrait aussi comparer les rives sud et les rives nord de la Méditerranée de manière assez similaire. Alors, ça sert à enrichir probablement la compréhension des situations historiques et les événements. Alors j'ai dit au début que l'histoire sociale se construisait contre l'histoire événementielle, mais là je vais revenir à l'approche de la chronologie et l'approche de l'événementiel par l'histoire sociale. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il y a deux manières de comparer et on essaye de les tester les deux. La première, c'est celle qui consiste à essayer de comparer des moments historiques particuliers dans la région. Ce programme démarre au moment des émancipations nationales. C'est le premier moment que nous cherchons à comparer. Il y a évidemment des similarités et des comparaisons à faire sur la manière dont ces États ont accédé à l'indépendance et dont ils ont pu mettre en place, pour ce qui nous intéresse, des politiques sociales qu'on a appelées souvent nationales développementalistes à l'époque, donc de régimes qui, même s'ils ne se définissaient pas eux-mêmes comme socialistes, ont pratiqué une politique sociale, disons, de soutien aux plus défavorisés, de répartition des richesses, de développement de services publics, en particulier d'éducation, etc., etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut comparer et qu'on peut considérer comme étant une expérience plus ou moins partagée, avec évidemment des variations nationales. Le deuxième moment, à l'autre bout, qu'on peut comparer, j'en ai déjà parlé, c'est celui des soulèvements des années 2010-2011. Vous allez me dire, évidemment, ça ne s'est pas passé exactement partout, pareil, etc. Il n'empêche que il y a eu des résonances de manière plus ou moins décalée dans toute la région et un effet de compréhension réciproque qui nous semble intéressant à observer. Mais entre les deux, que se passe-t-il ? Et c'est là peut-être que les hypothèses sont peut-être les plus, risquées. Bon, c'est pas très risqué, mais en gros, notre hypothèse, l'une des hypothèses que je développe en ce moment, c'est que entre les deux, il y a ce qu'on a appelé un peu partout les émeutes du pain ou les émeutes de la faim. Entre la fin des années 70, 77, 84, 83, 84, en fonction des différents pays, c'est légèrement décalé. Il y a eu ces émeutes qui sont liées à ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel du FMI. Et ces épisodes répétés, dont on voit la queue de comète encore aujourd'hui au Soudan, qu'on a pu voir aussi en Afrique subsaharienne dans les années 90, ces épisodes sont paradoxalement des épisodes très sous-étudiés par la littérature historique en tout cas, mais aussi de manière générale par la littérature. Et l'un des objectifs de ce travail qu'on fait ensemble, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Alors, je vous ai dit que le premier moment historique commun ou comparable, disons, c'était celui du national-développementalisme, et le deuxième, celui-ci, correspond à l'effondrement de ces politiques. Alors après, on peut expliquer pourquoi elles se sont effondrées. Il ne s'agit pas ici de désigner une sorte de causalité unique en disant voilà, c'est toute la faute du FMI. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir pourquoi ces régimes-là, qui sont issus des indépendances, prennent ce tournant-là et comment ils le prennent, et surtout, comment ça transforme les sociétés. On a souvent en tête les transformations liées à l'augmentation soudaine du prix du blé, du lait, etc. Et on a peu souvent en tête les transformations structurelles qui concernent les services publics précisément, et en particulier l'éducation pour ce qui est de ce qui affecte sur le temps long les générations. Et on a sous les yeux, dans la plupart de ces pays, les effets de ces politiques qui ont été appliquées de manière très diverse. Là aussi, il ne s'agit pas pour moi de comparer un pays comme la Syrie, qui est resté très longtemps à part de ces évolutions-là, et d'autres pays qui les ont appliquées de manière beaucoup plus... qui ont été des très bons élèves du FMI, comme la Tunisie en particulier. Mais il me semble qu'il y a des hypothèses qu'il faut ici tester d'une manière qui ne soit pas celle justement surplombante. Il ne s'agit pas pour nous d'aller voir les politiques telles qu'elles sont, même si c'est important, etc. Mais peut-être plutôt d'essayer de regarder quel type de mobilisation ces politiques
ont permis de développer. Le récit qu'on a tous en tête, ceux qui connaissent le monde arabe, c'est que la gauche a été écrasée à la suite des années 68-70, que la gauche était dans les prisons, et que finalement, à ce moment-là, on voit émerger un autre type de protestation à connotation islamiste, en tout cas assez moins organisée, moins identifiée, en tout cas sous une forme partitaire. Et ce récit me semble, en tout cas pour ma part, assez peu satisfaisant. Et ce que j'aimerais qu'on arrive à développer, et là ce sont vraiment des hypothèses, c'est une compréhension de la manière dont ces révoltes se sont réellement déroulées, sans recourir à du vocable justement comme celui des émeutes, qui a souvent tendance à donc décrire des mouvements qui seraient informes, incommensurables, spontanés, etc. Donc revenir de manière précise sur ces épisodes-là, et là revenir précisément à l'histoire événementielle, mais dans un autre sens, c'est-à-dire reconstituer la trame des événements au jour le jour, pour voir qui est dans la rue, dans quelle rue, quelles sont les cibles, comment s'articule le discours politique de ces années-là, et comment ensuite il va se transformer. Dans cette étude-là en particulier, les espaces urbains ont une place très centrale et très particulière. Ce n'est pas le cas pour toutes les révoltes sur toute la période, mais là, c'est le cas en particulier. Et en effet, on peut voir des effets dans la structure des villes, dans même l'urbanisme de ces révoltes. À la suite de ces révoltes, les villes, leur géographie même, se sont transformées. Et on peut considérer que cette transformation du paysage urbain constitue une trace, une forme d'archive pour la compréhension de ces révoltes. Alors je vais arriver au point final, comment faire tout ça ? Vous l'avez certainement compris, beaucoup reste à faire, et il s'agit ici à la fois d'un travail déjà commencé, mais d'un travail qui est quand même encore sous une forme de projet. Ce projet que je vous présente ici a pour ambition d'abord de nous donner les moyens d'effectuer ce travail, c'est important de le dire. Souvent, les chercheurs, nous avons tendance à produire. C'est ce qu'on nous demande le plus souvent de faire, et le plus souvent on nous demande aussi de produire beaucoup, le plus possible et le plus rapidement possible. Et il y a des moments où il est nécessaire, me semble-t-il, de prendre le temps de s'outiller. Alors on est dans un moment comme ça, peut-être c'était pas il y a quelques années, ça sera peut-être plus le cas dans quelques années, mais il me semble qu'on est dans un moment où l'outillage est extrêmement important. Donc ça signifie que dans un premier temps, ce projet a pour ambition de repérer de la documentation. Je vous ai parlé des traces dans l'urbain, je vous ai parlé des lacunes dans les archives, mais nous sommes mobilisés pour essayer de repérer, de décrire et d'essayer de comprendre quelles sont les sources qui sont à notre disposition. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du monde arabe, à l'intérieur des différents espaces, on cherche à retrouver des archives d'associations, des archives d'individus, des archives de partis, des archives de groupements divers, qu'on essaie de repérer à l'intérieur des archives nationales ce qui peut être utilisé. Je vous ai parlé des procès politiques en Tunisie. Je sais bien que dans beaucoup de pays, ce genre d'archives ne sont pas accessibles, mais quand elles le sont, il s'agit de le dire et de pouvoir essayer d'y accéder. Évidemment, la documentation écrite, qu'elle soit sous la forme de presse, de journaux, ou sous la forme de témoignages publiés, mais aussi des archives de chercheurs et de chercheuses qui ont travaillé sur la région et qui ont pu eux-mêmes constituer de la documentation et des sources sur ces différentes mobilisations. C'est des archives qu'on a tendance à oublier et que les chercheurs eux-mêmes souvent gardent assez précieusement pour eux-mêmes. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu cette boîte de Pandore pour pouvoir contrebalancer des récits historiques qui s'appuient sur des archives, disons, moins incarnées. Donc d'une certaine manière, cette année, cette première année de projet a été une année est toujours une année de présentation des objectifs du projet pour essayer d'agréger
toute une série de contributeurs qui permettraient de fabriquer cet outillage pour nous, mais aussi pour les chercheurs à venir. L'autre chose qui accompagne cette recherche d'archives et qui est peut-être un petit peu plus compliquée, c'est de donner du sens à ces archives, de les ordonner et d'essayer de leur donner une géographie et une compréhension. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, c'est un peu la mode de parler d'archives à propos de tout et un peu de n'importe quoi. Je ne dis pas du tout ça dans un sens méprisant, mais je crois qu'il y a une sorte et c'est un signe des temps, une volonté de faire de l'archive. Hein. Donc l'archive devient comme une sorte de fétiche, hein, de fétiche pour les temps, pour des temps qui, au contraire, sont des temps où la donnée est tellement abondante et la mémoire tellement courte qu'en fait, il faudrait arriver à retenir, quoi. On est dans le temps où voilà, on est sous un flux de documentation. Et donc, dans ce temps-là, c'est encore plus difficile, me semble-t-il, hein, d'arriver à se poser pour donner un peu forme et un peu de sens à ce qui serait une archive des mondes sociaux contemporains arabes. Alors là, nous en sommes au tout début, et donc on essaye justement de repérer des archives pour pouvoir fabriquer pour pouvoir leur donner du sens et de la visibilité. Je reviendrai peut-être dans quelques temps vous expliquer ou vous montrer à quoi ressemble cette cartographie des archives qu'on aura faite. Et ensuite, le deuxième aspect extrêmement important de ce programme, c'est de construire des outils pour pouvoir comparer justement. Et ces outils, là aussi, passent par ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire le retour à la constitution d'une chronologie un petit peu précise et un petit peu parallèle, disons, des différents pays, pour essayer de voir quelles sont les simultanéités, quels sont les phénomènes d'écho entre les différents épisodes révolutionnaires. C'est bien sûr le retour à une géographie de ces révoltes. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'urbanité d'un certain nombre de ces révoltes. On sait aussi, vous le savez comme moi, je pense, que beaucoup de ces révoltes se produisent de manière récurrente dans des régions et dans des petites villes ou des villes moyennes rurales qui ont des caractéristiques particulières, qu'elles soient des villes centrées autour d'une usine, par exemple, des villes industrielles rurales ou semi-rurales, ou des villes, au contraire, dans des formes de marge du territoire national. On peut penser au Rif marocain, on peut penser à Sidi Bouzid en Tunisie, on peut penser à Mahal Kobra ici, ou alors à Daraa en Égypte, en Syrie, pardon, qui sont des villes qui ont des caractéristiques très particulières et qui, jusqu'à présent, à mon sens, n'ont pas été interrogées, en tout cas ensemble. Donc cette cartographie, elle doit bien sûr être affinée. Là, ce dont je vous parle, ce sont juste des sortes d'éléments, hein, d'interprétation, et qui doivent être complétés par des études plus approfondies dans certaines régions. Voilà, je dois vous dire que tout ça va faire beaucoup de travail et qu'on espère pouvoir vous livrer plus de résultats et plus de matière à penser à partir de bientôt. Et qu'on a, donc cette équipe comprend, disons, une petite dizaine de personnes, hein, qui travaillent tous à partir d'objets transversaux et qui contribuent tous aussi à l'élaboration du projet dans son ensemble. Et je suis ravie de vous le présenter ici aussi pour que vous puissiez me faire part de vos réflexions, de vos questions et de vos compléments ou éventuellement des connaissances que vous avez de ces événements et de cette région ou éventuellement de sources de documentation qui pourraient nous être utiles. Voilà, je laisse la parole à la discussion. Bon, merci Leïla de nous faire entrer dans ce projet qui commence, que tu as articulé avec toutes tes recherches passées, mais ce projet DREAM, de nous éclairer aussi sur votre méthode, hein, de nous faire entrer un peu dans ce laboratoire de la recherche, de cette distinction aussi entre histoire sociale et histoire événementielle. On a un bon quart d'heure pour un échange avec toi, et je vais laisser la parole à des questions, s'il y en a évidemment. Allô. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez dit. C'était vraiment très très intéressant. Et merci.
Et c'est en lisant des historiens comme vous et des historiennes, bien sûr, que j'ai aimé l'histoire contemporaine. Et merci vraiment beaucoup. Juste une question, est-ce que vous avez réussi à intégrer des historiens issus des pays que vous étudiez dans vos équipes? Puisque, bon, c'est un peu provoquant ce que je dis, mais vous ne pourrez jamais vous départir de votre point de vue de femme européenne, française, occidentale. Voilà. Bon, je rappelle quand même que je suis née à Tunis et que mon père est tunisien. juste pour le... Non, mais c'est pas grave. Alors, oui et non. Oui, bien sûr. Enfin, l'idée est de travailler avec des chercheurs qui sont... Alors, le critère premier n'est pas forcément qu'ils soient eux-mêmes originaires de ces régions ou de ces pays, mais il se trouve que certains d'entre nous sont un peu comme moi. Il y a un peu beaucoup de gens qui sont binationaux, je dirais, voire trinationaux. Dans ce projet. Il y a aussi des gens qui sont dans les systèmes universitaires. Alors, on travaille avec un collègue qui est à l'université à Beyrouth, d'autres qui sont... il y a une sorte de mixité nationale. Alors après, la question qui se pose, c'est plus la culture scientifique que la nationalité, je dirais. Et là, c'est un vrai effort. Quand je disais briser l'isolement cognitif, c'est un peu ça que je visais. C'est d'arriver à se dire qu'on est enfermé dans son outillage disciplinaire et conceptuel, et il faut l'assumer d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, afficher son école, la manière dont on a été formé n'est pas en soi, à mon avis, ni une honte ni un mal. Simplement, il y a une vraie... c'est un vrai défi. Et une vraie, il faut le faire, quoi, d'arriver à intégrer d'autres méthodes de travail. On expérimente, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'équipe, des vraies difficultés à travailler de la même manière entre des gens qui sont formés dans des univers plutôt anglais ou britanniques ou américains et français sur des approches empiriques en histoire sociale ou en sociologie, par exemple, et de la même manière avec des chercheurs qui seraient issus des pays de la région et qui seraient formés autrement. Donc une des manières de résoudre les choses, c'est d'intégrer progressivement ou d'élargir à partir de nos univers d'échanges naturels et d'essayer d'ouvrir au maximum pour que ça puisse faire rentrer d'autres types d'approches. Mais je dois dire que ce n'est pas quelque chose de simple. Enfin, en tout cas, ça ne se résout pas juste avec l'idée « ah oui, non, mais il faut évidemment ouvrir, etc. » En fait, c'est pas évidemment pas une question de langue, ni une question de... C'est vraiment souvent des questions d'approche. Et on pourrait se dire « maintenant, on va mettre que des noms de gens qui sont issus des régions ». Ça ne résoudrait pas le problème, en fait. Ça serait d'autres questions. Ce qui est très important, en revanche, c'est d'avoir des chercheurs qui ont un lien avec certains des pays. On a essayé d'avoir un petit peu des gens qui ont travaillé sur les différents pays. Je ne vous cache pas que pour la Libye, par exemple, on a pour l'instant trouvé personne. Et pour toutes les raisons que je vous dis, c'est-à-dire on pourrait trouver des gens, mais qui n'auraient pas la même approche que nous de ce qu'il faudrait faire en termes de recherche ou d'approche. Voilà. Donc c'est pas simplement parce que la Libye c'est la guerre et que c'est dur. C'est aussi parce que on a du mal à entrer en relation ou à trouver un dialogue scientifique avec les personnes qu'on nous indique. Voilà. Donc on fait du mieux qu'on peut. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question par rapport aux empêchements juridiques que peut confronter un chercheur dans des pays tels que l'Égypte ou la Tunisie. Et je me demandais si ça a influencé le pays dans lequel vous faites les recherches. Par exemple, vous avez choisi la Tunisie, pourquoi pas l'Égypte? Est-ce qu'il y avait des empêchements juridiques ou mentaux dans le sens où il y avait des conflits de mentalité avec les autorités sur le type de recherche que vous pouvez mener ou que vous avez le droit de mener? Ouais, alors il faut que je précise, je crois que je n'ai pas dit ça, mais le projet porte sur le monde arabe méditerranéen, donc du Maroc à la Syrie. Donc moi j'ai travaillé et je continue à travailler un petit peu plutôt de loin en ce moment, mais c'est plutôt une affaire de temporalité sur Syrie, Liban, éventuellement Palestine et sur la Tunisie.
Et d'autres travailleront et travaillent sur l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, etc. Alors, les questions juridiques. Alors, il y a deux façons de répondre à cette question, ça dépend comment je l'interprète. Une, c'est la question de l'accès ou du droit à la documentation. Là-dessus, on est respectueux du droit des pays et nous, on identifie de la documentation, on ne cherche pas à la prendre, on ne cherche pas à la piller, on fait attention à l'anonymisation, on est très respectueux de tout ça. Et je pense que voilà, il n'y a pas de différence entre la manière dont on pratique cette recherche-là et ce que les chercheurs font habituellement. Après, si c'est plutôt des obstacles sécuritaires dont vous voulez parler, c'est un peu différent. Moi, je considère qu'en fait, l'investigation qu'on fait, elle se situe dans un espace qui est relativement, parallèle. C'est-à-dire que justement parce qu'on ne travaille pas sur l'État, justement parce que ce qui nous intéresse, c'est précisément pas l'approche par la répression ou l'approche par le pouvoir, etc. Les moyens d'accéder à cette documentation, ça peut parfois être un petit peu délicat, mais c'est plutôt pour des raisons personnelles ou psychologiques, parce qu'on travaille sur du vivant en fait, avec des gens qui ont encore la mémoire de ce qu'ils ont vécu, etc. Donc ça peut être parfois un peu délicat et un peu difficile à envisager. Jusqu'à présent, la question de la sensibilité des données, dans ce sens-là, elle ne s'est pas posée. L'autre question sécuritaire qui peut se poser, c'est l'accès à certains pays. Là, je viens de parler de la Libye, c'est vrai que c'est pas facile d'imaginer. Je ne parle même pas de la Syrie. Sur la Syrie, on travaille à partir des données qui nous sont fournies par la diaspora et pour le moment, on n'a pas encore non plus construit de véritables stratégies de recherche sur la Syrie pour cette raison-là. فيكم تسألوا كمان بالعربية معلش. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous fait dire que le projet à la fin est un grand succès? Comment allez-vous mesurer l'impact, pas les résultats, l'impact de ce projet? Alors, en général, l'impact, c'est... Alors, le résultat. Je commence par le résultat parce que je pense que c'est le plus appréhendable. Si on arrive à au moins débuter ou constituer un premier fonds de documentation et d'archives sur ces histoires-là, je considérerais qu'on a déjà un bon résultat. Alors, l'idée, c'est qu'il va y avoir un fonds d'archives qui va s'appeler DREAM et dans lequel il y aura à la fois une sorte de guide de recherche, enfin une sorte de catalogue d'archives, et des fonds issus de la recherche qui seront déposés. Donc déjà, cet outil, pour moi, c'est déjà un résultat important qui a un impact, parce qu'il a un impact dans la production d'un outil de recherche pour d'autres chercheurs ou d'autres citoyens qui pourront accéder à cette documentation. Ensuite, il me semble qu'il y a aussi un enjeu à faire de ces projets, qui sont à la fois des gros projets, mais en même temps avec quand même des ambitions limitées, quelque chose qui a un effet un peu boule de neige. C'est-à-dire mobiliser des chercheurs en nombre suffisant pour que par la suite, on propose aussi à d'autres chercheurs plus jeunes de continuer à explorer des voies que nous, on n'aura pas pu continuer à explorer. Et donc ça, c'est ce que j'espère. Il faut le dire qu'à partir de ma discipline, qui est la discipline historique, c'est particulièrement un enjeu, parce que il y a une sorte de rétrécissement
de la possibilité de faire de l'histoire. C'est-à-dire que, pour le dire vite, en gros, il y a des gens qui font toutes les sciences du contemporain, la science politique en particulier, mais aussi la sociologie, l'anthropologie, etc. Les gens qui font de l'histoire font souvent de l'histoire un peu moins contemporaine. Et donc, essayer d'ouvrir cet espace-là et de rendre possible l'étude de cette période-là avec une démarche d'histoire sociale me semble déjà être... Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je veux juste que l'histoire se développe en soi, c'est que l'une des particularités de l'histoire, c'est qu'elle produit du récit. Elle reste une des sciences sociales qui produit du récit. Et qu'on a la possibilité, un peu plus que d'autres sciences sociales, me semble-t-il, d'écrire l'histoire, comme on dit. Donc il y a quand même un enjeu à proposer d'autres récits historiques que ceux qui sont bien souvent disponibles en librairie. Donc pour moi, ça relève de l'impact déjà, en espérant bien sûr que tout sera infusera, pour répondre en même temps à l'autre question, on intègre aussi dans ce qu'on fait le plus possible de formation, de diffusion de nos hypothèses et de nos travaux, de telle manière que on espère qu'il y a du relais par la suite. دكتور حسين البنهاوي، شكرا لحضرتك على المحاضرة القيمة. والحقيقة أنا ليا سؤالين. السؤال الأول هو أن عنوان المحاضرة التاريخ الاجتماعي، أو عنوان البحث التاريخ الاجتماعي للعالم العربي. هل هذا للتفرقة بين التاريخ السياسي والتاريخ الاجتماعي؟ وما هو مفهوم التاريخ الاجتماعي الذي وضعتموه مسبقا حتى لا يقع الباحثين في الدول المختلفة في أخطاء التاريخ بجوانبه المختلفة؟ فهل هناك تعريف وضعتموه للباحثين القائمين على هذا البحث؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف يمكنني أن أتابع نتائج هذه الأبحاث؟ وإذا كان من الممكن المشاركة فكيف أيضا يمكن أن أشارك في هذه الأبحاث؟ شكرا. شكرا لك. Alors, première question. Deuxième question d'abord, parce que c'est la plus facile. C'est possible de suivre les travaux du projet, puisque nous avons un blog, un carnet de recherche, qui rend compte, non pas de tout ce qu'on fait, mais on publie régulièrement des billets qui expliquent les missions que nous faisons et ce que nous trouvons, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et peut-être qu'on pourra le mettre, je sais pas, sur le site, ou je vous le donnerai. Et évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer et pour proposer des choses. J'ai failli faire un appel à contribution en même temps que je parlais, puis je me suis dit, bon, c'est un peu exagéré. Et puis, alors la première question. Il me semble que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous exposer. La conception, oui, en effet, cette conception de l'histoire sociale, c'est une histoire qui... non pas va contre l'histoire politique, mais essaye de contrebalancer la présence ou de l'omniprésence de l'histoire politique. Il se trouve que dans l'équipe, il n'y a pas que des historiens. Donc j'ai entretenu un peu de flou entre ce que je fais moi et ce qu'on fait nous dans cette conférence. Je m'en excuse auprès de ceux qui sont dans la salle et qui sont concernés. Mais il y a aussi des anthropologues, il y a aussi des sociologues du politique et des politistes. Et je pense que là aussi, il me semble que ma propre démarche historique d'historienne du social est en train d'évoluer, est en train de s'enrichir et de se transformer au contact et en travaillant avec d'autres disciplines. Et je ne sais pas, j'imagine que d'ici quelques temps dans ce projet, on sera peut-être en mesure justement de faire ce que vous dites, de proposer quelque chose qui ressemble à une méthode qui serait la nôtre. Mais ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, il y a ce que je propose moi et il y a la manière dont chacun vient un petit peu transformer, critiquer, enrichir. Et je pense, enfin j'espère, j'ai l'espérance en tout cas qu'on avancera suffisamment pour pouvoir proposer quelque chose de un tout petit peu plus systématique. Non, je ne pense pas que ce sera très systématique. Mais enfin, quelque chose d'un peu plus cohérent.
Merci beaucoup d'abord. Si j'ai bien compris, vous avez parlé d'une cartographie d'archives et vous avez même promis d'élaborer un tout petit peu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'aimerais bien que vous élaborez un tout petit peu sur cette cartographie. Oui, bien sûr. Alors la cartographie, je l'entends dans deux sens. Il y a un sens géographique strict, c'est-à-dire les lieux d'archives. Et puis il y a une cartographie qui est plus une cartographie raisonnée des archives, qui consiste à simplement les classer par type d'archives. Là, je n'ai pas eu le temps d'en parler de manière complète, mais on va aussi voir des archives d'État. Je disais au début que dans les archives d'État, on trouve des sources qui documentent l'histoire sociale, évidemment. Il y a tout un aspect qui est peut-être l'aspect le plus compliqué, qui est celui d'arriver à recueillir des archives d'en bas, si j'ose dire. Mais il y a aussi un aspect très systématique de documentation de ces soulèvements et de ces révoltes qui vient des archives d'État. Et non seulement des différents États, quand c'est possible, bien sûr, mais aussi d'autres États qui ont des postes diplomatiques, des observateurs, etc. Donc en fait, cette histoire d'archives, en termes de géographie, c'est quasi mondial. Donc on a fait des choix, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certaines choses qui sont assez faciles à trouver, le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères français, etc. Mais il y a d'autres archives qui sont moins étudiées et moins connectées, qui sont par exemple les archives des mondes soviétiques, ou socialistes et soviétiques. Donc là, on a commencé à entreprendre la collecte de ces archives-là sur les différents moments. Donc c'est une géographie qu'il faut entendre sous un sens relativement vaste. Et pour ce qui est des types d'archives, donc il y a ces archives, disons, du pouvoir, il y a des archives privées, il y a des archives d'organisation, etc. Et c'est cette cartographie-là fine qu'on va essayer de faire. Parce qu'en réalité, enfin, c'est assez technique, mais c'est l'idée pour avoir un outil de travail sur des archives. Ce qui est important, c'est d'avoir une forme de niveau d'analyse relative, enfin, au niveau de description des archives, qui soit relativement similaire. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan, je ne sais pas, tout le Foreign Office et les archives d'un micro-parti, je ne sais pas où, moi, enfin voilà, au Maroc. C'est pas exactement le même niveau. Donc l'idée de fabriquer cette base de données d'abord et ensuite cette cartographie des archives, c'est précisément de permettre la lisibilité de ces archives entre elles et qu'on n'ait pas d'effet d'effet massif, c'est-à-dire que tout d'un coup seraient surreprésentées, je ne sais pas moi, les archives russes par exemple, qui surveillent tout partout et qui produisent des rapports énormes, alors qu'on aurait une sous-représentation de mouvements qui par ailleurs sont importants. Donc c'est cet équilibre-là qui fait qu'il faut du temps pour le faire et pour pouvoir construire une lisibilité de ces archives qui permettent de compenser ces effets de loupe, quoi. Oui, voilà, ces effets d'abondance. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بالبداية، يعني بشكرك على يعني حضرتك طرحتي الأهمية المشروع اللي حضرتك بتعمليه، بس كنت عايزة في نقطة يعني أثارت جدل عندي ما يتعلق بالحركات الإسلامية. حضرتك قلت إن في بداية ظهورها في السبعينات مع الحركات الشيوعية كانت غير منظمة. هل هي غير منظمة من وجهة نظر المنظور اللي حضرتك تتبنيه في دراسة الظاهرة التاريخية الاجتماعية، أم إنها غير منظمة من وجهة نظر أخرى؟ وهل ده متطرق إلى وجهة يعني لغاية الآن، أم إنه في مساحة اللي إحنا ممكن ننظر لها من وجهة نظر أخرى تضع تعديلات في المنظور الاجتماعي السياسي بحيث إن إحنا نقدر ننظر لها بشكل أوسع أو غير مختزل ليها في ساحة العنف أو ساحات المشاركة الغير سياسية، أو في مساحات متهيألي اجتماعية ممكن إن إحنا ننظر ليها تكون أشمل من إن إحنا نحصرها في ساحة عدم التنظيم أو ساحة يعني عدم المشاركة الفعالة، وخاصة إنه إحنا بنمر في لحظات قمع شديدة جدا، وكمان ليها كمان تأثير، يعني هو رغم هذا وليها تنظيمات اجتماعية
الحلقات الدراسية والحركات التعليمية منتشرة بشكل كبير جدا في الساحة اللي احنا موجودين فيها رغم قمعها على الساحة السياسية. فمتهيألي إن احنا ممكن نعيد النظر لتأثيرها بشكل كبير. وشكرا. شكرا لك. Merci de cette question. J'ai été un peu rapide sur ce glissement, mais je ne parlais pas de notre interprétation à ce moment-là, mais de l'interprétation qu'on fait généralement, du fait que les mouvements des années 70-80 auraient été à la fois des mouvements non organisés et des mouvements islamistes. En effet, je ne partage pas ce point de vue. Et je pense qu'une des raisons, alors une des choses qu'on peut, comment dire, enfin des éléments d'explication ou de compréhension, c'est évidemment d'arriver à accéder aux archives des mouvements islamistes. Qui font partie, et vous avez remarqué que j'ai jamais dit que je faisais l'histoire de la gauche arabe. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de faire l'histoire des mouvements protestataires, et il est absolument certain que dans cette histoire-là, les islamistes ont leur rôle à jouer. Ça serait pour le coup extrêmement aveugle que de refuser de le voir. Alors, il se trouve que on commence à avoir des accès à des archives d'organisations islamistes, mais alors là aussi, si certains d'entre vous ont des pistes, c'est intéressant. Mais de la même manière que pour les autres, alors pour le coup, ils font pas exception, c'est-à-dire sur le fait que ceux qui écrivent leurs mémoires sont essentiellement des hommes, sur le fait que la documentation, voilà, elle est à peu près du même type que celle qu'on a sur les autres mouvements. Il se trouve que les organisations de gauche ont un tout petit peu plus que les organisations islamistes eu tendance à commencer à donner accès à leurs archives. Donner accès, c'est pas vrai, c'est pas ce que je voulais dire. Plutôt à publier sur Internet, par exemple, des choses, de la documentation, etc. On voit ça dans plusieurs pays. Donc c'est de la documentation, c'est pas forcément de l'archive en tant que telle, mais on a déjà des choses qu'on peut voir et auxquelles on peut commencer à accéder pour pouvoir entrer en contact avec les gens. C'est pas la même chose pour les islamistes. Là aussi, je peux répondre que sur ceux que je connais le moins mal, c'est-à-dire la Tunisie, où j'ai commencé à discuter avec des militants de Narda et des partis précédents pour voir comment on pourrait avoir accès à ces archives. Et bon, voilà, la discussion est en cours, mais je pense qu'il est évident. Et dans les mouvements des années 80, il y a des mouvements dans lesquels les islamistes, alors sous une forme très structurée et très politique, sont massivement présents. Hein. Si on pense à 1982, à Hamas, c'est très central. Donc il va de soi qu'on va tenir compte de ces mouvements. Enfin, merci pour la question. Moi, c'était une question juste pour rebondir sur les impacts. Vous avez parlé du coup du fait que vous aimeriez que donc vous soyez rejoints par des jeunes chercheurs et d'autres domaines scientifiques. Mais finalement, j'ai l'impression que vous proposez aussi par une plateforme comme ça d'archives la possibilité de mettre en récit un autre même devoir de mémoire, enfin pour la société civile. Oui. Et donc, je veux savoir si vous aviez, pas encore sans doute, mais des perspectives, des envies que du coup ça soit diffusé aussi dans cette société civile pour que ça touche aussi le monde artistique, par exemple, ou voilà. Pourquoi pas. À partir du moment où l'outil existe, il est appropriable par tous. C'est le préalable. Personnellement, j'ai aucun talent pour ça, donc je ne ferai pas. Mais si à un moment aussi, en effet, on avait pensé un peu. Enfin, j'avais pensé un peu au début à faire quelque chose comme une sorte d'exposition qui puis. Mais bon, je pense qu'on le ferait mal, nous, et donc je pense qu'il faut laisser ça à d'autres, a priori. Après, c'est l'articulation entre la recherche et du travail de commissariat ou des artistes qui pourraient venir travailler à partir de cette documentation. Ça serait forcément une expérience passionnante, mais ça me passionnerait. Je pense que, voilà, je ferais volontiers, mais alors pour l'instant, je ne vais surtout pas me confier à moi-même cette tâche. Je pense que je serais incapable.